Alors, on va soulever un point, et peut-être que ça va aller très vite, mais vous savez que ça revient en permanence dans l'atmosphère, puisqu'on parle d'un pays nucléaire, Israël, face à un pays qui pourrait être en passe de le devenir, l'Iran, un pays Israël nucléaire. n'a jamais reconnu qu'il est un pays nucléaire. Nous le savons tous qu'il l'est, mais officiellement, il ne l'est pas. Mais croyez-vous à une telle option, des frappes d'Israël en représailles sur des intérêts? C'est prévu depuis toujours. C'est ce qui est prévu depuis toujours. Bien sûr. Vous le dites avec une sorte de normalité, comme s'il n'y avait aucun sujet. Il n'y a aucune surprise. Israël ne l'a jamais caché. Mais là, ça peut être des ripostes immédiates, là, Alain Bauer? Pour ça, il faut des équipements qu'Israël n'a pas encore. Donc, dans l'immédiat, ce n'est pas une riposte de court terme qu'il faut prendre en compte. Ah non, je n'ai pas dit ça. Voilà, mais c'était ma question. Possible. Ouais. L'équipement nécessaire à la réussite de cette opération n'est pas encore en possession de l'État d'Israël. L'État d'Israël dispose de moyens complexes, lourds, technologiquement très avancés, mais pas encore de quoi détruire de manière structurelle les installations nucléaires enterrées, celles qui ont une logique militaire, de la République islamique d'Iran. Donc il peut y avoir une riposte, elle peut avoir lieu sur le territoire iranien, elle peut se traduire même avec un certain succès sans l'aide de personne, mais il n'y a pas de moyens suffisants pour définitivement écarter le risque nucléaire iranien, ce qui est la question où Israël doit nécessairement disposer de l'aide, du soutien et de l'assistance des États-Unis d'Amérique. Alors, on dit beaucoup qu'il y a les réponses directes, on en a parlé, et on met beaucoup sur la table les réponses indirectes. On va évoquer plusieurs points. Frapper les proxys, par exemple. Ils le font tous les jours, ils n'ont pas besoin de personne. Tous les jours, il y a des frappes. Ce ne serait pas une riposte en soi. Tous les jours, il y a des frappes contre les gardiens de la Révolution. Il va y avoir des frappes contre les Houthis aussi, mais ceci fait partie du quotidien de la vie, hélas, de l'État d'Israël par rapport à ses voisins. Il y a quelques sujets plus compliqués sur les milices chiites en Irak, où là, ça devient très compliqué parce que l'Irak est un espace composite et assez complexe à traiter. Mais sur le reste, ces répliques contre les proxys font partie du quotidien des opérations menées par Israël depuis déjà plusieurs mois. Alors, autre attaque potentiellement indirecte, les Iraniens sont frappés, on le sait déjà, discrètement, mais indirectement, mais régulièrement, depuis des années à coups d'assassinats ciblés de cyberattaques. On va parler des cyberattaques dans quelques instants. D'élimination d'ingénieurs. Justement, on en parlait avec Frédéric Ancel qui était à votre place ici hier soir. Vous confirmez que une partie de la riposte pourrait passer par aussi des attaques contre des ingénieurs iraniens, comme ça a déjà été le cas par le passé régulièrement. Il y a des attaques tout le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression de découvrir qu'il y a des attaques, mais il y en a tout le temps. Il y en a contre Israël, il y en a contre l'Arabie Saoudite et ses installations pétrolières qui ont été longtemps menées par l'Iran. Et en représailles, il y a de nombreuses contre-attaques menées contre les installations cyber et informatiques iranienne. Et contre des ingénieurs, vous dites, contre des personnes. Ce sont des éliminations ciblées, il y en a eu de très nombreuses. Une partie importante des ingénieurs ayant eu en charge le programme nucléaire iranien ont eu des accidents ou des fins extrêmement tragiques. Alors les cyberattaques, on s'y à nouveau une opération de cyberattaque massive. Mais il n'y a pas besoin qu'elle soit massive, ça c'est une... Mais ça peut être une partie de la réponse. Je dirais c'est une illusion télévisuelle parce qu'il faudrait qu'on montre quelque chose. En fait, ça ne se voit pas. Et donc, les cyberattaques, elles peuvent être insidieuses, elles peuvent être pernicieuses et elles peuvent être la rupture totale du réseau Internet iranien ou l'explosion, ou en tout cas la destruction d'un certain nombre de serveurs. Mais ceci fait partie du tout venant, hélas, quotidien, qui ne se voit pas, qui ne se discute pas. D'abord parce que les assaillants ne le disent pas et que les victimes ne s'en réclament pas parce qu'ils sont victimes et qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont vulnérables. Mais ce genre d'opération a lieu à peu près tous les jours, d'une manière ou d'une autre, comme la Russie et l'Ukraine se font une guerre cyber constante. Nous sommes là dans des événements qui n'ont pas attendu ce qu'on vient de voir pour avoir lieu. Ils peuvent s'intensifier, ils peuvent se préciser, des éléments qui ont été mis de côté, qui sont dormants, peuvent se déclencher parce que le moment est venu de les déclencher alors qu'ils n'avaient pas encore été identifiés par les cibles, mais pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel dans la problématique en question. Le vrai sujet, c'est la destruction physique des espaces nucléaires, car le nucléaire n'est pas encore un espace virtuel. Et donc là, le choix qui existe est la destruction d'un certain nombre de sites, 3 ou 4, sur lesquels la capacité d'assemblage et d'enrichissement de produits permettant,
la construction d'une bombe, 2, le vecteur de transfert de la bombe, et 3, les capacités d'intégration pourraient être réunies. Alors, il se trouve qu'en Israël, ça ressemble plutôt à un endroit qu'on appelle l'usine textile de Dimona, qui est juste à côté de la base de Navatim, qui a été particulièrement ciblée par les Iraniens, lançant ainsi un message particulier. Et s'il devait y avoir une riposte sur le territoire iranien, probablement le message retour serait-il ciblé vers quelque chose qui ressemble à la base de Navatim et à la centrale de Dimona. Bon, on a l'impression d'y voir quand même un tout petit peu plus clair. Les États-Unis, en attendant, ont annoncé dès hier leur intention de prendre des sanctions contre l'Iran pour détériorer, là, je cite Jake Sullivan, ses capacités militaires. Ça, c'est du côté des États-Unis. On sait que les dirigeants européens sont en train de se retrouver à Bruxelles. Emmanuel Macron est arrivé. Les Européens veulent visiblement également aller dans ce sens. Emmanuel Macron le confirme. On va l'écouter. On en reparle juste après. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche dernier et qui sont aussi utilisés sur le théâtre ukrainien, je le rappelle. Et donc notre devoir, c'est d'élargir ces sanctions, mais qu'elles soient focalisées sur le régime de Téhéran. Alors, je voudrais qu'on revoie les mots de Jake Sullivan pour qu'on comprenne la pertinence ou l'importance de ces sanctions. Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden dit dans les prochains jours, les États-Unis vont imposer de nouvelles sanctions visant l'Iran, dont ses programmes de drones et missiles. Et il voudrait des sanctions qui permettent d'endiguer, de détériorer les capacités militaires. Quelles sont les sanctions qui permettent d'endiguer et de détériorer les capacités militaires iraniennes aujourd'hui ? Aucune. Ça, c'est de la gesticulation, c'est la partie figure imposée, comme au patinage. Les figures imposées, figure libre. Figure imposée, nous allons prendre des sanctions. Figure libre, vous essayez d'éviter qu'une partie importante de vos productions qui sont duales, qui peuvent servir à tout, servent aussi à fabriquer des missiles. Quand vous décortiquez les missiles russes ou les missiles iraniens, vous découvrez des morceaux de pièces qui servent à fabriquer des machines à laver sophistiquées, des équipements qui servent à fabriquer des voitures et voilà, parce que la puce, elle sert à peu près à tout. Alors, soit en mode très dégradé, je dirais c'est à peu près la différence entre le Gros Rouge qui tâche et la Romanée Conti en matière de vin, mais c'est toujours du vin, l'un en cubiténaire, l'autre en bouteille magnifique. Mais voilà, il se trouve que les missiles de croisière, les drones, ça fonctionne avec toute une série d'équipements dont on se sert aussi pour beaucoup de choses et qu'on peut trouver dans du matériel d'occasion, dans des matériels qui ont été livrés avant guerre et dans des gens qui vous les achètent soi-disant en étant des pays neutres, mais qui les réexportent sans vous le dire. Et donc ces éléments-là, ils ont amené les Russes d'un côté, les Iraniens de l'autre, mais ce ne sont pas les seuls, à avoir de grosses capacités, d'abord à utiliser ces équipements, puis à les reproduire. Hein. Les Iraniens sont une nation qui est connue pour sa parfaite maîtrise de l'ingénierie et ses hautes compétences scientifiques. Bien avant même que l'Occident s'éveille, la Perse avait des savants d'une renommée internationale et mondiale. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Ce n'est pas une bande de va-nu-pieds qui sont tout d'un découvert les drones. De la même manière que le Hamas et les ingénieurs palestiniens, contrairement à ce que tout le monde imagine en regardant les images de Gaza, sont parmi les ingénieurs les plus ingénieux du monde. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de pays avec ou sans sanction à la sanction. Elle permet d'éviter la distribution rapide et directe d'un certain nombre de produits qu'on achèterait normalement. Elle permet de complexifier les choses, d'obliger à des contournements, d'augmenter le prix, de réduire le nombre d'équipements qu'on peut obtenir, d'obliger à les fabriquer soi-même. Ça, ce sont des enjeux. Mais ça ne dure qu'un temps, car des pays qui ont cette telle puissance, cette telle capacité, ces moyens aussi, en matière de production de pétrole, de gaz pour les uns, de pétrole pour les autres, de GNL, de matières fissiles, quand on continue à exporter et à ramener de la devise, même si c'est beaucoup moins que ce qu'on dit, eh bien, on continue à pouvoir acheter à des amis une partie des choses. Quand la Russie a des problèmes, elle les achète à la Chine. Il n'est pas impossible non plus que la Chine soit devenue un fournisseur de l'Iran au vu des derniers rétablissements de relations diplomatiques qui existent. Donc, il y a beaucoup de moyens de contourner la sanction. La sanction vous casse les pieds. C'est comme un contrôle de sécurité à l'aéroport. Ça ralentit le rythme, mais ça n'empêche pas de passer.